C'est un programme qui incarne la vision du chef de l'État. C'est un programme totalement du gouvernement de la République démocratique du Congo. La vision de ce programme est de promouvoir la paix et la stabilité durable en République démocratique du Congo. La mission que nous avons dans ce programme, c'est de promouvoir la paix, la sécurité, le relèvement communautaire, la stabilité et le développement. Nos objectifs par rapport à ce programme sont au nombre de 4, notamment à restaurer l'autorité de l'État, de ramener la confiance dans la population vis-à-vis de l'État, donner l'espoir aux communautés meurtries par les conflits et les guerres qui ont ravagé les familles, le village, le groupement, les secteurs, les chefferies et territoires, et enfin stabiliser de manière durable les communautés et les entités territoriales. Par rapport à ce programme, la question que vous posez sur le financement, je voulais vous dire d'abord que c'est un programme national, c'est un programme gouvernement, c'est un programme qui est parmi les segments importants de la vision du chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, lorsqu'il a pris ses fonctions, il s'est engagé à ramener la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Et pour cela, il y a, comme tout pouvoir, il y a deux types de financement. Il y a le financement du gouvernement, c'est-à-dire le fonds propre du gouvernement de la République, mais le gouvernement aussi a ses partenaires traditionnels. Ce sont ces partenaires-là qui vont également contribuer au fonds de financement de ce programme. C'est notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, les différents partenaires bilatéraux de pays qui sont en coopération avec la RDC. Mais bien sûr, il y a aussi les agences d'exécution, les ONG internationales, la société civile, la FEC et d'autres. Quand on parle de la démobilisation, il ne s'agit pas seulement des groupes armés. Maintenant, par rapport à la démobilisation, parce qu'on avait les ex-phases d'abord, on a le DSP, on a certains militaires qui ont fui, qui ne vivent pas au Congo, mais qui sont à l'étranger, par exemple. Et comment vous pensez intégrer ces gens-là? Oui, non, il faut rester dans l'esprit de l'ordonnance. Il faut vraiment rester dans l'esprit et la lettre de l'ordonnance. Nous ne sommes pas le ministère de la Défense. Nous sommes une structure citoyenne, une structure qui a pour but de ramener dans la vie communautaire les groupes armés et non pas les combattants qui ont fui sous Mobutu. Mais il faut ici comprendre l'esprit de la lettre. Je voudrais que vous compreniez ce qu'ils ont. Mais souvent, on nous dit que les Congo... J'arrive. Il y a les groupes armés. Et dans les groupes armés, il y a des catégories de groupes armés. Écoutez-moi attentivement. Il y a les groupes armés congolais, c'est-à-dire que nous appelons locaux, et il y a les groupes armés étrangers. Ce sont les deux catégories. Maintenant, il y a dans les groupes armés locaux ou congolais, vous avez les différents types de groupes armés. Vous avez les forces qui s'appellent les forces de défense locale, les Maï-Maï. Il y a les milices locales. Alors, nous nous occupons de faire la sensibilisation, leur désarmement, et ensuite la démobilisation, et troisièmement la réinsertion, et quatrièmement la réintégration dans la vie communautaire. Ça, c'est très important. Et à chaque étape, il y a un niveau d'intervention, il y a des activités qui se réfèrent à chaque segment de ce programme. Mais bien sûr,
il y a ceux qui sont partis à l'extérieur, qui sont restés longtemps à l'extérieur, et qui aimeraient rentrer au pays. Par exemple, il y a des gens qui sont à Brazzaville, d'autres sont partis en Angola et qui souhaitent rentrer. Il y a ceux qui étaient dans le mouvement M23, il y a ceux qui étaient, je ne sais pas, dans le pays voisin. Ceux-là, nous nous occupons parce qu'ils font partie des groupes qui ont exprimé le vœu de rentrer au pays. Et dans ces cas-là, le cadre approprié qui a été mis en place par le gouvernement et par le chef de l'État, c'est le programme EDRCS. Maintenant, par exemple, parlons du cas du M23. Est-ce que vous êtes en contact avec le M23? Vous savez où se trouve le milice M23? Parce qu'aujourd'hui, on a vu que M23 n'existe plus. Maintenant, où sont les militaires là qui ont combattu pour M23? Comment vous allez faire pour essayer d'éradiquer totalement les histoires là de l'Est, la guerre à l'Est, les Maï, les M23, la c'est ADF Nanou, ils sont presque nombreux. Il faut poser plusieurs questions à la fois. Si c'est pour le M23, parlons d'abord du M23. Et après, vous allez parler d'ADF. Oui. Les M23, ce sont des Congolais. Nous nous intéressons au M23 conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba, conformément aux déclarations de Nairobi et conformément au plan de la région pour restaurer la paix et la sécurité dans la sous-région du Grand Lac. Ces groupes sont subdivisés, sont repartis dans 2 pays. Il y a ceux qui sont au Rwanda, à Kibungo, au mine de Ngoma. Il y a d'autres qui sont en Ouganda, à Bomwanja. Et parmi eux, il y a des gens qui se sont déjà rendus ici, en RDC. Dans le DDR3, ils étaient là. C'était à Kitona, d'autres à Kamina. Ceux-là ont déjà été démobilisés. Et quand nous avons commencé ce programme, nous voulons vous rassurer qu'il y a d'autres qui sont déjà rentrés. Ils sont en train de rentrer. Et il faut comprendre que le rapatriement n'est pas forcé. Le retour est volontaire. Et ceux qui rentrent, nous les accueillons. Et ils sont ici. Certains sont ici à Kinshasa, d'autres sont à Goma. Et ils sont pris en charge. Quand le programme n'était pas encore mis en place, c'est l'armée qui les accueillait et les installait. Maintenant, l'armée, nous avons tenu une réunion avec eux, ils viennent de nous envoyer la liste de ceux qui sont à Kinshasa, de ceux qui sont à Goma, de ceux qui sont à Mangabo, et nous continuons à mobiliser ceux-là qui sont à l'extérieur. Et ceux-là qui sont à l'extérieur, nous sommes en train de les attendre qu'ils viennent. Maintenant, là, vous parlez des milices ou des militaires. Alors, les responsables des groupes armés, parce que là, il y a des militaires, il y a aussi des responsables. Maintenant, des hauts cadres, par exemple, du M23, des hauts cadres de certains groupes armés, qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Non, le programme est le même. Le programme est le même. Il ne s'agit pas d'un programme pour seulement les ex-combattants. Le programme des ex-combattants, c'est ensemble de tout ça là. La porte est grandement ouverte pour qu'ils rentrent au pays. Le président l'a dit plusieurs fois, même depuis qu'il avait pris ses fonctions. Vous savez le nombre des ex-combattants M23 qui sont déjà. Il y a même certains cadres qui sont ici, à Kinshasa, et qui sont déjà même intégrés dans la vie sociale. Il y a eu des entretiens dans le cadre du programme, dans le cadre du MNS, dans le cadre du mécanisme national de suivi, de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il y a eu des réunions qui se sont tenues à Kampala, il y a des réunions qui se sont tenues à Kigali. Et donc, le programme est le même. Ceux-là ne sont pas interdits de rentrer au pays. Ils sont autorisés de venir et ils sont appelés à venir. Nous les appelons. Nous lançons même le message pour qu'ils rentrent au pays. Et il n'y a pas de problème. Et ceux-là, c'est responsables. Nous sommes en pour parler avec eux, nous parlons.
Mais ils sont disposés de venir. Nous sommes en train de mettre les mécanismes pour qu'ils reviennent. Voilà, merci. Dernière question avant de quitter notre émission, parce qu'on a tellement besoin de parler avec vous, parce qu'il s'agit de la paix. On a besoin que le Congo puisse revenir à la paix qu'on a toujours connue, qui est un pays stable, uni, comme je disais. Mais il y a plusieurs questions, il y a plusieurs choses qu'on doit parler. Mais aujourd'hui, on va parler, dès que vous mobilisez les militaires en question ou les groupes armés, et leur subsistance, Nous les désarmement. Oui, nous ne les mobilisons pas. Ok. Nous les démobilisons. Démobilisons. Ouais. Et maintenant, Il faut faire, comment ça se passe attention. maintenant? Il y a le mot désarmement, démobilisation. Et la formation va prendre combien de temps après cette étape-là qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Vous allez les former dans quel domaine et comment ça va prendre combien de temps pour qu'ils puissent les lavage du cerveau par exemple, pour qu'ils puissent totalement, leur cerveau soit lavé? Ouais, notre programme est conçu de deux manières. Il faut dire qu'il y a des étapes. Il y a la première étape qu'on appelle 2 armes. C'est une opération d'enlever la personne qui avait les armes, de l'enlever la qualité des groupes armés, ou l'enlever la qualité des combattants. Il était combattant, c'est-à-dire il avait des tenues, il avait les armes, il avait les chapeaux, il y avait tout ce qu'il avait comme souliers, tout ce qui est matériel relatif à l'arme. Nous enlevons cela. Ça s'appelle les armes. Maintenant, il va entrer dans la deuxième phase, qu'on appelle démobilisation. Dans la démobilisation, c'est-à-dire il y a des opérations techniques qui font, on va l'identifier. Qui est-il? Il y a une identification scientifique ou biométrique de cette personne. Il vient d'où? Il a fait quoi? Son passé. Tout ça là, on fait le screening, comme on dit en anglais. Voilà, on fait tout ça là. On a un fichier complet de la personne. Sa photo, le lieu de naissance, là où il a grandi, tout ce qu'il a fait dans la vie avant de partir. Et après vient l'étape maintenant où il va entrer dans un centre de regroupement. Et de là, il va entrer, là encore, il y a d'autres opérations qui vont se passer. Et après, il va entrer dans un centre de préparation à la réinsertion. C'est dans cette étape-là où il y a la formation. On appelle la formation civique, la nouvelle citoyenneté. C'est là où il va être transformé. Au-delà de cette formation, vient maintenant le choix. Il y a plusieurs filières là-bas. Et ce n'est pas à nous de lui dire vous allez faire ceci. Il y a un conseiller à l'orientation qui va l'aider lui-même à choisir selon ses aptitudes. Et il va dire, moi je vais faire ceci, je vais faire la maçonnerie, je vais faire la menuiserie, je vais faire la mécanique, je vais faire l'agriculture, je vais faire l'élevage, et ça passe. Ce sont des filières maintenant de la réinsertion. Et là, dans ce même centre, il va se familiariser à la nouvelle vie. C'est comme ça qu'il y a ce qu'on appelle le suivi psychosomatique. Il y a un psychologue qui va le suivre pour connaître cette personne dans son passé, dans sa vie, dans la brousse. Il était qui? Quelles sont ses réactions? Quand il dort, est-ce qu'il a des hallucinations? Il a des cauchemars? Tu vois un peu ce que je suis en train de dire? Il y a encore une autre étape. On va faire le suivi psychosocial. Là, quand il a quitté dans sa vie, il y a un autre conseiller encore qui va faire le suivi de cette personne. Ça, ce sont les innovations.
connaître est-ce que là-bas, la population est disposée de le recevoir ou il n'est pas disposé de le recevoir. Alors, la population dit oui, c'est là, nous pouvons le recevoir. Mais en même temps, lui aussi, on le prépare à rentrer dans son village. Et quand il va rentrer dans son village, quel est le rôle qu'il va jouer dans son village auprès du chef coutumier, auprès du chef de village? C'est la formation qu'il aura acquise va le permettre de s'intégrer. En même temps, il y a ce que nous appelons la justice. Il y a encore une autre suivi. C'est la justice transitionnelle. Ok. Donc, on le prépare aussi à une justice transitionnelle. Il y a encore ce qu'on appelle un screening, un check-up, pour savoir si monsieur avait-il volé seulement ou avait fait des crimes indescriptibles. Donc, les retombées de ça, c'est quoi maintenant? Non, c'est-à-dire quand on connaît que la personne, par exemple, Il a tué par exemple. il a tué, il a fait ceci, Et puis, c'est la justice transitionnelle qui s'occupe de lui, qui va s'occuper de lui plus tard, à la fin de la phase. C'est ça ce qui est prévu dans le programme. donc, Donc il n'y aura pas d'impunité. il pourrait être arrêté par exemple. Faire la prison. Bon, ça c'est le plus beau. Ça c'est le plus à mon niveau. Ça c'est la justice transitionnelle. Une minute, je vous explique. La justice transitionnelle ne s'applique pas seulement à lui. Elle s'applique à tout le monde. Vous savez par exemple, quand vous voyez les conflits que nous avons, je prends l'exemple de l'Itourie. Le conflit Helmaland, ils se sont entretués, n'est-ce pas? Si. Ils ont pris des machettes, ils se sont coupés, ils se sont entrecoupés, ils ont fait. Il y a eu des atrocités graves. Mais l'autorité va mettre en place une justice transitionnelle. La justice transitionnelle ne veut pas dire aller prendre tous les lendus et les mettre dans la prison. Ou dire tous les lendus ont tué des hémons. Ça ne veut pas dire aussi que tous les hémons doivent aller en prison parce qu'ils ont tué. Non, ce sont des réparations. C'est là qu'on fait. Vous voyez l'exemple du Rwanda, comment on a organisé la justice transitionnelle. Où les gens dans le village reconnaissent les torts et ils s'engagent à réparer et à vivre ensemble. C'est ça le programme. Donc, dans notre programme, il y a des segments très importants que nous avons. Les dialogues, par exemple, nous avons pour mission d'organiser les dialogues démocratiques, les dialogues de cohésion et le dialogue de rapprochement des communautés. Ça, c'est dans notre mission, dans nos objectifs, dans nos priorités. Parce que nous ne pouvons pas amener la paix en Itourie si il n'y a pas de dialogue, où les gens se mettent ensemble, se rapprochent et se disent, en tout cas, ce que nous avons fait en Djougou, c'est anormal. En tout cas, moi, je le connais. L'autre dit, oui, j'ai volé le type de tel, j'ai tué l'enfant de tel, j'ai brûlé la maison, la case de tel. En tout cas, aujourd'hui, nous lavons les mains et nous nous pardonnons. Et vice-versa. Ce travail est déjà en train de se faire. Je vous parle aujourd'hui. Déjà en Itourie, à Bunia, nous sommes en train de préparer une conférence pour la paix, la sécurité et le développement de cette province. Parce que nous pensons que c'est à ce prix-là que le décollage va commencer. Au Sud Kivu, la même chose. Le gouverneur était ici, il a pris la responsabilité d'organiser aussi cette conférence. Parce que nous disons la bonne manière pour que les Banyamulenge vivent en harmonie avec les Bafouléens, avec les Babembe, avec les Bavira, avec les Nyindu et les autres communautés. Il faut un dialogue sincère, un dialogue de rapprochement. Pas au niveau de Kinshasa, mais au niveau des villages. C'est là où les problèmes se passent. Et par rapport après ça, ils vont être payés, ils vont avoir un salaire, ou comment ils vont vivre pendant tout ce temps-là que vous allez les mettre dans des centres de formation, d'encadrement. Comment les subsistances seront commandées aux subsistances? Non, quand quelqu'un est en formation, il est en formation. Il va être payé. Pendant cette période-là, il est en formation.
il est dans la phase de rééducation. C'est une nouvelle rééducation. Il va passer là-bas 3 mois, parce que j'ai parlé de la formation. Après cette formation de base, il y a la formation qu'on appelle qualifiante et la formation non qualifiante. La formation non qualifiante, c'est une formation qui ne prend pas beaucoup de temps. 3 mois pour être formé, comme par exemple cantonnier, pour travailler. Quand ils vont sortir là-bas, ces gens, nous n'allons pas les jeter dans la rue. Pendant qu'ils seront en formation, nous serons en train de travailler avec les communautés. C'est comme ça qu'on parle de relèvement communautaire et stabilisation. Le relèvement communautaire, c'est aussi s'occuper des communautés. Par exemple, je donne un exemple pratique. À Ndjougou, et nous posons la question avec les communautés. Qu'est-ce que les gens de Ndjougou manquent pour qu'ils retournent, qu'ils quittent Bounia pour rentrer dans leur village? Il faut de l'eau, il faut la route de dessert agricole, il faut aménager les accords, il faut reconstruire ce qui a été détruit. Et voilà. C'est à ce niveau-là. Nous, le programme s'occupe également avec le ministère sectoriel pour réaliser cela. Vous comprenez? Alors, les formations qualifiantes, ce sont lesquelles? Lorsque nous allons identifier que la personne, au-delà d'être un groupe armé, au-delà d'être un ex-combattant, mais il a un diplôme d'État. Donc, il peut avoir la capacité de suivre une formation et avoir un diplôme technique pendant 2 ans, 3 ans. Nous prenons celui-là et selon son choix, selon ses aptitudes, nous l'amenons dans l'enseignement technique. C'est là encore vous voyez l'ImpST intervient. C'est là que vous verrez des programmes comme ici, la jeunesse, le ministère de la jeunesse, qui a aussi des formations pour les jeunes et intervient. C'est là que vous voyez le nouveau programme ici pour le métier. INPP. INPP intervient. Il faut prendre une personne là. On dit, toi, tu peux devenir, par exemple, secrétaire, un bon secrétaire du secteur. Va faire la formation à l'informatique et il fait la formation. Il rentre, il a l'ordinateur, il travaille pour la communauté. Mais du côté des bruits, parce qu'ils peut-être ils sont le père des familles, par exemple. Il a les enfants, il a la femme qu'il a laissée. Et maintenant, Le programme, c'est ça l'avantage du programme. Le programme prend en compte les dépendants. C'est ça qui n'était pas avant. Avant, il n'y avait pas le programme pour les dépendants. Maintenant, nous avons prévu dans ce programme de prendre en charge les dépendants. Pendant qu'ils seront en formation, les dépendants ils seront déclarés avec nous. Ils seront mis aussi dans un autre centre pour l'insertion. Et cela, les enfants, la maman, sont pris en charge par le programme. Et la maman pourra aussi suivre une autre formation pour la réinsertion. Pour que, par exemple, les formations en rapport avec les AGR, activités génératrices de revenus, selon ses aptitudes et son choix. Tout ça se combine et c'est dans la communauté. Quand le mari va venir, il va le trouver, il ne sera pas en train de mentir. Et vous devez savoir que dans ce programme, il y a des aspects prioritaires de ce programme. Il y a des métiers que nous privilégions parce que nous travaillons pour les communautés. Ces gens-là, ils seront formés pour devenir de bons cantonniers pour le péage de route. Et pendant que nous sommes en train d'entretenir les routes, donc c'est eux, avec notre communauté, avec notre jeunes, ils seront payés à ce moment-là. Vous savez, c'est $3 par jour. Nous avons déjà en train de préparer un projet dans le territoire de Fils pour ça. Et dans le territoire de Djoum, les études ont montré que Djoum, toutes ces routes, en dehors de la route nationale, toutes ces routes sont en difficulté. Elles sont vraiment délabrées.